Voici l'heure du jugement dernier. Les membres du jury vont devoir vous départager et choisir le grand gagnant du concours de plaidoirie pratique au droit Lysias Van. Cette année, la faculté de droit et l'Université Bretagne Sud soutiennent le concours pratique au droit, concours d'éloquence et de plaidoirie, car c'est une association étudiante qui en est à l'origine et par principe, nous aimons que les étudiants s'impliquent dans leur formation et pas simplement en suivant les enseignements. Ensuite, c'est un projet, un objet qui entre directement dans une formation juridique puisque les professions du droit nécessitent une éloquence particulière, la capacité à prendre la parole en public, que ce soit dans le cadre d'une juridiction, mais aussi dans le cadre d'une relation avec un client. Et puis enfin, le fait que ce concours de plaidoirie et d'éloquence associe des membres des juridictions, et notamment Madame Marmora, présidente du tribunal de grande instance, mais aussi les collectivités locales, avec la présence de Monsieur David Robot dans le jury de cette finale, eh bien, sont pour nous une manière de tisser et d'entretenir des relations avec les acteurs territoriaux. Donc nous avons tout à gagner à ce que nos étudiants continuent à s'impliquer dans cette association. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, ce que Jacques préfère, ce ne sont pas les vers de Jacques Prévert, mais plutôt les vers qu'il déguste avec ses compagnons de beuverie. Et bien loin d'avoir le verbe affûté comme son homonyme, il cache une ferveur dangereuse d'un coléreux chronique. Un homme qui a partagé la vie de Marie, cette femme qui lui a apporté autant d'amour et de bonheur dont naguère il avait certainement été privé. Cette épouse qui lui rappelait sans cesse des souvenirs enfantins, des odeurs, des madeleines de Proust. Il l'a alors condamné à devenir son objet, sa chose, une Marie-Madeleine, une Marie couche-toi là, une Marie serviable à un mari instable. Et à force de jouer la soubrette, Marie s'est rendu compte du mal qu'il se faisait, mais avant tout qu'il lui infligeait. Jacques Brel, bon à rien, fainéant et égoïste, ne savait que brailler pour s'exprimer et était atteint de cécité lorsqu'il s'agissait de regarder sa vie de couple. Mais il n'y a pas eu besoin de lecture en braille pour voir que cet amour bâillait aux corneilles, que la flamme avait été soufflée par le déferlement de violence que son amante subissait. Soûl, il exacerbait ses tourmentes sur sa femme et ses turpitudes étaient noyées dans l'alcool. Pensant faire disparaître ses problèmes au bruit des glaçons, il ne les rendait que plus grands, plus intenses, plus féroces. Mais plus féroces pour qui? Pour celle qui élevait ses enfants, pour celle qui s'occupait de la propreté du ménage, pour celle qui avait consacré sa vie à rendre la sienne plus douce. Et en guise de remerciement, elle les coupait de coups, de blessures, d'injures, de brûlures qui ne peuvent être cicatrisées. Sa vie se résumait à se lever tôt pour préparer les enfants, les nourrir, les chérir, puis enfin s'adonner pleinement à vivre dans l'ombre d'un monstre. Elle n'était bonne qu'à préparer la pitance, donner la soupe à un malpropre, le laissait boire à sa guise et servait de quintaine, de mannequin humain pour ses exercices physiques. Faut-il énumérer le nombre de coups, de brûlures, de fractures, de fêlures, de bleus, d'hématomes, de points de suture qu'elle a reçus? Le nombre de litres de sang qui ont été extraits de son corps, s'écoulant dans les diverses parties de la maison qu'elle devait par la suite récurer. Dans quelle pièce elle n'a pas été bousculée, violentée ou peut-être même violée? Faut-il dire le nombre de fois où ses enfants ont assisté à la scène? Quelle image était diffusée à ces mômes qui peu à peu perdaient de leur innocence? Alors oui, il faut dire ce qui est inaudible. Il faut même le scander. Marie a vécu les pires atrocités, et ce, des années durant. Elle se levait en espérant ne pas trop souffrir et se couchait en se disant que demain est un jour meilleur. Et là où les autres voient de la faiblesse dans ses actions, elle y voyait du courage. Là où ils voient de la bêtise, elle y voyait de l'amour, de la passion et du dévouement. Là où ils voient de l'acharnement, de l'entêtement, elle y voit de la pugnacité. Alors ceux qui considèrent Marie comme un être chétif, malingre, doivent quitter cette salle, car c'est un ultime affront qui lui est infligé, et ça je ne peux le permettre. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Elle n'a fait que s'abscondre dans l'eau propre dans laquelle elle s'était fourrée, et dont elle ne voulait sortir par pudibonderie. Et il faut bien du courage pour s'en sortir seule, car même sa famille l'avait répudiée, arguant que cet homme n'était pas fait pour elle. Quelle preuve de solidarité, quelle maturité que de laisser un membre de sa famille au joug de son courroux, de ne même pas avoir tenté de l'extraire de cette situation ô combien désastreuse. Et après coup, ils assonneront avec condescendance un simple « on te l'avait dit ». Si seulement chacun d'entre nous pouvait comprendre chaque phrase qui nous est lancée dans la vie,
elle serait certainement plus limpide. Alors Marie a été trompée. Comment ne pas être trompée par un pervers narcissique, une bête dénuée de toute sensibilité, celui qui l'a enfermée dans un cauchemar perpétuel, la privant de vie, l'empêchant de voir les autres, divisant pour mieux régner. Marie était la source de tous les problèmes à ses yeux. Elle devait être parfaite, au risque d'être vivement sanctionnée par des critiques, et souvent même souffletée jusqu'au sang. Le pervers narcissique puise son énergie dans la réserve personnelle de ceux qui l'entourent. Il détruit à tout va, pour mieux édifier son monde. C'est un jeu de domination. Il tue lentement sa victime et en extire toute sa personnalité, car bien loin d'être une personne forte, le pervers narcissique est dénué de tout jugement propre. Il ne peut se fonder d'intimes convictions, car il ne connaît pas nos codes moraux. C'est ce qui se retrouve dans Jacques, qui bourrade pour s'exprimer et se confond en excuses par la suite. Et malheureusement, c'est là que Marie vivait pleinement sa romance, dans les moments de réconciliation, les moments les plus forts en émotion, là où elle était au centre de l'attention de son époux. Elle retrouvait alors dans les palabres l'homme qu'elle avait progressivement perdu. Il lui scandait sans cesse des paroles si bien écrites par un autre homme du même nom que lui, des sublimes « ne me quitte pas ». Mais ces excuses étaient bien illusoires, car si tant est même qu'elles étaient sincères, elles n'avaient pas pour but de se faire pardonner, mais simplement de moins s'en vouloir. Dans la honte, ce qui se joue concerne surtout le narcissisme, le regard sur soi, tandis que dans la culpabilité, au contraire, on se sent responsable des souffrances qu'on a fait subir aux autres. Et le pervers, ne portant un regard que sur lui seul et non pas sur le monde qui l'entoure, il est bien incapable de se sentir coupable. Mais coupable, il n'est pas le seul. Marie aussi a sa part de responsabilité, me direz-vous, car elle a assumé pendant des années de vivre un malheur dont elle avait le choix de s'extirper. Et voilà un contre-argumentaire, car si on regarde de plus près, le choix l'avait-elle réellement? Le choix de partir, oui, mais pour aller où? Dans un centre de femmes battues, car en France, c'est là qu'on extrade les femmes comme des malpropres, comme des mendiantes, comme des sans-papiers. Alors plutôt que de vivre avec ses enfants dans l'insécurité, Marie accusait le choc, car au moins ils avaient un toit et un lit, et un lieu de résidence qu'ils connaissaient depuis leur plus tendre enfance. D'autres diront qu'elle s'est laissée enfermer dans un cercle vicieux. N'ayant pas de travail, elle se serait laissée prendre au jeu du pervers et se serait condamnée elle seule. Marie, victime de son mari, mais avant tout victime d'un système qui accuse et juge sans même savoir celles qui se font battre. Marie, victime de la vie tout simplement. Car jamais elle n'aurait pu pressentir qu'un jour l'homme qu'elle avait tant aimé démontrerait une haine si viscérale à son égard qu'elle en parlerait chaque jour. L'amant qu'elle a tant adulé était si doux et n'avait rien de la brute épaisse qui affaissait sur son corps le poids de sa colère. Donc oui, Marie, en plus d'être humiliée, battue, dégradée, opprimée, injuriée, était avant tout trompée. Si bien trompée d'ailleurs par le travail excellemment préparé de son bourreau qu'elle en était arrivée à avoir honte de son existence, honte de ce qu'elle était. Pendant des lustres, elle était rabaissée. Comment est-ce possible d'avoir à nouveau confiance en soi quand c'est tout notre psychisme qui est exterminé? Comment pouvons-nous sortir de la souffrance qui est devenue notre quotidien et qui s'est finalement révélée être normale? Que faire lorsque l'exception est devenue la réalité, la règle? La petite baffe qui avait été donnée il y a de cela peu de temps s'en est transformée en un point sur un visage, en un pied sur des côtes qui craquent à son contact, à des crachats qui nous brûlent la peau, à des cigarettes éteintes sur notre corps qui nous font même oublier toutes les souffrances précédemment vécues, à des cheveux arrachés avec une telle violence que l'on espère que la tête se décroche de son cou pour que tout cela cesse enfin. Alors, si tant est que Marie est dans la normalité, nous dirons qu'elle pèse 62 kilos pour 1,62 m. Jacques, lui, qui sent son poids s'apesantir avec l'âge, pèserait 80 kilos pour 1,77 m. 20 kilos de différence. Cela permet à deux boxeurs de ne pas boxer dans la même catégorie. Mais elle n'avait pas le choix. 80 kilos, c'est mon poids, et aussi fièrement que je le porte, je peux vous assurer qu'une seule gifle permet de mettre à terre un homme du même gabarit que le mien. Alors imaginez la puissance sur une femme de 62 kilos. Alors, le corps de Marie, ayant essuyé parfois des forces dépassant le quintal, a résisté grâce à sa volonté, celle de vivre encore. C'est cette passion qui l'animait et qui l'animera toujours, jusqu'à qu'elle se rende compte que l'organisme qui la compose, avec l'âge, devenait de moins en moins résistant, et qu'un jour, ses corrections finiraient par la tuer. C'est d'ailleurs ce qui faillit survenir.
N'y étant pas allé de main morte et pourtant la laissant presque morte, son mari y avait mis tout le cœur à l'édifice. Écrasant ses mains de maçon sur le visage de sa femme pour une ultime fois, il lui cassa le nez, lui ouvrant l'arcade sourcilière. Il la laissa donc sur le sol, comme de coutume, à sa place, le corps en exsangue, le teint livide, morose, voyant sa vie alors s'étioler sous ses yeux et luttant contre les douleurs lancinantes, Marie a vaincu l'agonie. Elle se dit que son existence avait déjà été suffisamment frelatée et que s'il n'arrivait rien aujourd'hui, ce ne serait qu'une antépénultième attaque dont elle n'aurait eu de cesse que d'en procrastiner le terme. Alors, debout, prête à tout affronter, à soulever des foules, braver la tempête avec une force herculéenne, elle parvint à préparer les enfants. Mais lorsque son immondice d'époux, ce semblant d'homme, cette parodie de masculinité qu'est son mari, s'est rendu compte du subterfuge, il bondit comme une bête, les croix serrées, voyant son dernier repas lui échapper sous le nez. Il courut avec fougue et tenta d'endiguer autant que faire se peut cette fuite. Alors, voyant l'animal surgir de nulle part, courant avec une volonté incoercible et une rage dans les yeux, elle saisit le revolver caché dans le meuble de la cuisine. Sachant bien que sa dernière heure est venue, elle tente de protéger son troupeau comme elle le peut. Elle sait que si elle rate sa cible, sa mort est inévitable. Et qui sait ce qui adviendra de ses enfants? Ne voulant pas finir comme Marie Trintignant, morte sous les coups d'un autre furibond, elle tira la détente, délivra l'arme du poids d'une balle, bam! Et toucha sa cible en pleine tête. L'animal déchu tomba dans un vacarme assourdissant. Alors, les yeux plaqués vers l'horizon, son mari était là, répandu à terre, là où tantôt il l'avait laissé moisir comme une moins que rien, là dans sa maison si bien entretenue. Ses dernières volontés retapissent les murs et ses pensées se sont envolées en une danse éclaboussée. Marie venait de perdre à nouveau son mari. Les effluves ne pourront jamais cesser de ruisseler sur ses joues, et son amour parti, elle se remémore avec tendresse. D'accord, je vais conclure alors. Et son mari parti, elle se remémore encore la chanson si bien interprétée par son Jacques, qu'elle serra dans ses bras, et elle lui chuchota « Ne me quitte pas ». Alors tout simplement, je dirais qu'il y a légitime défense, article 122-5 du Code pénal, et qui fait référence à des disproportions entre les moyens employés de la défense et la gravité de l'atteinte. Mais les disproportions sont ce sont ces coups frénétiques d'un mari sociopathe, alors que lui, il a subi une mort abrégée, courte et indolore. Si vous privez Marie de sa liberté, ce n'est pas un homme à terre que vous abattrez, mais une femme à genoux, celle qui a perdu bien plus que tout ce qui peut être acquis au cours d'une vie, celle qui a lutté pour sa survie. Alors pourriez-vous vous regarder en envoyant cette femme dans l'enfer carcéral alors qu'elle a déjà vécu la moitié de son existence dans des méandres abyssales? Alors, si vous agissez de la sorte, certes, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu la justice. Moi, je vous demande de rendre justice. Je vous en conjure, acquittez-la. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme épanouie par ce que la vie lui avait donné, un mari aimant et des enfants. En effet, au bout de quelques années de vie commune, Marie et Jacques prirent la décision de ne faire plus qu'un. Quoi de mieux pour cela que le mois de juin, mois de l'été et du soleil. En se mariant, ils scellèrent leur destin. Et c'est quelque temps plus tard que la naissance de leur premier enfant vint égayer leur foyer. Marie avait donc une vie comblée. Au bonheur d'être épouse et mère venait s'ajouter celui matériel de posséder une grande et belle maison. Rien ne lui manquait. Loin de moi l'idée de vous narrer un conte de fées, car comme nous le savons, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, comme nous l'a appris Étienne Chadiez avec son film à succès, même si la vie de Marie s'en approchait. Cependant, c'était sans compter sur le destin qui parfois nous joue des tours que nous ne sommes pas prêts à affronter. C'est quelques mois après l'arrivée de leur dernier enfant que l'événement déclencheur se produisit. Jacques perdit son emploi, synonyme de descente aux enfers pour Marie. Jacques avait toujours repoussé l'idée que sa femme puisse travailler à l'extérieur. En tant que père et époux, il voulait subvenir seul aux besoins de sa famille. Quant à Marie, elle devait adopter un comportement d'épouse modèle, assurer les tâches ménagères, être présente au foyer. Conception un peu rétrograde, vous me le concevrez. Mais cette situation, si elle pouvait se concevoir lorsque Jacques avait son emploi, devenait compliquée, source de manque d'argent, de disputes qui devenaient incessantes. Plus de répit, plus de pause, la vie du couple sombra.
Jacques devint irritable, considérant Marie comme un parasite, comme une cause, sinon la cause de cette situation dégradée. L'alcool dont Jacques semblait abuser chaque jour n'arrangeait rien. Alors, il commença à se défouler sur elle. Quelques insultes, quelques coups de poing. Pardonnez-moi, messieurs, mesdames, pardonnez-moi de n'avoir compris que battre était la solution. Il est si facile de rejeter la faute de ses propres erreurs sur une innocente personne. Pourquoi essayer d'oublier vos problèmes dans une salle de sport dès lors que vous pouvez, à votre guise et sans relâche, vous défouler sur votre sac de frappe vivant? Pourquoi même essayer alors que l'alcool vous fait oublier? Elle est si fragile et si douce que la briser vous remonte le moral. L'insulter, la frapper, la brûler, la menacer, voilà ce qui apaisait Jacques, voilà ce qui excitait Jacques. Le droit pénal définit un acte de violence comme une contrainte illégitime par l'usage de la force dont le caractère illicite est lié à la brutalité des moyens employés. Autrement dit, une violence physique. Mais un acte de violence peut également être un acte d'intimidation propre à inspirer la crainte. Autrement dit, une violence psychologique, morale. Marie n'a-t-elle pas subi toutes ces formes de violence dès lors que son mari s'est retrouvé sans emploi? Oui. Avec certitude, nous pouvons affirmer que cet homme a été l'auteur de violences conjugales. Ce sentiment qui ne devrait jamais se produire est devenu le quotidien de Marie. Ce sentiment permanent de joie qui habitait cette femme autrefois s'est transformé en un sentiment de terreur. Alors que nous nous levons le matin en nous demandant ce que nous allons faire de notre journée, Marie, elle se demande quand est-ce que les coups vont tomber. Recevoir des insultes pour la remercier de s'occuper d'un foyer, recevoir des coups de poing en remerciement d'avoir cuisiné, être brûlée pour avoir pris soin des enfants, être menacée pour tout simplement être présente. Lors d'un mariage, les articles 212, 213, 214, 215, ainsi que l'article 371-1 du Code civil sont récités. L'article 212 dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Jacques a-t-il fait preuve de respect envers sa femme? Lui a-t-il porté secours? Lui a-t-il porté assistance? Comment pouvait-il le faire dès lors que c'était lui-même qui la battait? Alors, je vous le demande, qui est la victime dans cette affaire? Le mari? Pensez-vous réellement cela? Si c'est le cas, permettez-moi de vous dire que votre perception des faits est faussée. Marie est la seule victime. Celui qui devait la protéger est devenu son tortionnaire. Ce tortionnaire que les parents de Marie avaient décelé des années auparavant. Alors oui, elle aurait dû les écouter. Et vous vous demandez sûrement pourquoi elle ne l'a pas fait. Alors moi, je vous le demande, les auriez-vous écoutés à sa place? Non. Personne dans cette salle ne peut affirmer avoir toujours suivi les conseils bienveillants de ses parents. Il paraît que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Mais je rétorquerai à cela que l'amour rend aveugle. Quand les sentiments prennent le dessus, vous n'êtes plus en capacité d'être maître de vous-même. Dès lors, devrions-nous reprocher à Marie d'avoir épousé cet homme? Non, cela reviendrait à la rendre coupable des coups qu'il lui infligeait. Vous vous dites probablement que, à sa place, vous seriez parti. Mais est-ce aussi simple? À chaque coup porté, il s'excusait, du moins dans les premiers temps. Alors, voulant croire en sa sincérité, vous convainquiez qu'il ne recommencerait pas. Patiente, vous attendiez, espérant que ses dires deviennent réalité. Car il ne pouvait se résumer à ce monstre qu'il devenait parfois, trop souvent ces derniers temps. Marie est tout simplement tombée dans un engrenage dont elle ne pouvait sortir. Consciente qu'elle aimait en perdre la vie, lui s'amusait à la manipuler. Il a exercé un pouvoir sur elle. Il lui balançait entre deux verres, tu sers à rien, comme il lui balançait des assiettes. Tantôt un je t'aime, tantôt un point. À la fin, Marie savait-elle réellement faire la différence? Peut-on, lorsque l'on est dans une telle situation, arriver à trouver un échappatoire? Non. Au fil des années, Marie était devenue inerte, sans vie. Elle s'était adaptée, croyant que la vie était juste avec elle, croyant mériter ce qu'elle subissait. Toute la journée enfermée, entendant entre deux chiffres, tout ça c'est ta faute, t'es une bonne à rien. Puis la situation empirait. Les coups sont devenus plus rudes, plus fréquents. Et l'alcool n'a fait qu'empirer les choses. Mais Jacques ne pouvait plus s'arrêter. Battre sa femme devant ses enfants, quoi de plus normal pour un chef de famille? Imaginez-vous une seule seconde ce qu'a fait endurer ce père à ses enfants. En infligeant de telles souffrances à sa femme, ce sont également les enfants qui ont souffert. Jacques n'a pas fait une seule victime, mais plusieurs. Et cela pendant des années. Le soir du drame, Jacques rentre, une fois encore, complètement ivre.
Mais comme à son habitude, il a besoin de plus. Alors il veut un autre verre. Mais sa femme ne le veut pas. Elle a peur. Elle sait que plus il est alcoolisé et plus elle prend de coups. Alors son réflexe, se positionner devant le frigidaire. Est-ce un crime? Non. Et quel courage quand on sait ce qu'elle risque. Mais Jacques, lui, vit ça comme un affront, comme une rébellion. Après tout, n'est-ce pas lui le maître dans cette maison? Alors il lui demanda de se pousser. Mais avec bravoure, elle refuse. Et alors il lui assène un coup de poing. Et voilà, le maître a parlé en ces terres. Quant à Marie, au sol, elle gît dans son sang. Mais quelle importance! Sans se soucier d'elle, il s'affale sur le canapé. Et c'est dans un élan de survie qu'elle trouva la force de se lever. C'était une fois de trop. Il fallait qu'elle et ses enfants sortent de cet enfer. Alors elle monte, leur ordonne de l'attendre à la porte d'entrée. Et voilà que le cauchemar sera bientôt terminé. Il suffit qu'elle et les enfants s'engouffrent dans la voiture. Mais cela, c'était sans compter sur Jacques, qui entendit les pas dans l'escalier. Alors, telle une bête, il se précipita vers sa proie pour ne pas qu'elle s'échappe. Jacques n'était plus depuis longtemps l'homme qu'elle avait aimé, mais il avait revêtu les traits d'un monstre. Et les monstres, soit ils nous tuent, soit ils nous contraignent à les tuer. Ce soir-là, c'était elle ou lui. J'invoque donc l'article 122-5 du Code pénal qui dispose en son premier alinéa que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Marie n'était-elle pas face à une menace imminente ? Son mari s'avançait à vive allure vers elle. Elle le connaissait. Elle savait par expérience qu'elle était en danger. Voilà des années que son mari la battait. Elle savait que si elle ne réagissait pas, la mort l'attendait. La réaction de Marie n'était-elle pas alors nécessaire et proportionnée? Avait-elle d'autre issue que de se protéger? Avait-elle à cet instant la possibilité de prévenir les secours? Non. Elle seule était la solution. Mais alors vous me rétorquerez que Marie a usé d'une arme. Je vous répondrai tout simplement qu'elle n'avait d'autre choix. Quelques minutes avant le drame, voilà que son mari la laissa pour morte, sur le sol, tel un vulgaire déchet. Une première agression est caractérisée. Et lorsqu'une seconde semble se profiler, elle voit son époux foncer en sa direction. Elle panique au vu de ce regard noir. Son instinct de survie la conduit à prendre dans la précipitation l'arme familiale qu'elle sait à sa portée. Elle ne veut pas le tuer. Elle veut se protéger, elle et ses enfants. Dès lors, devrions-nous condamner une femme qui n'a demandé qu'à vivre, qui n'a demandé qu'à protéger ses enfants et avoir une meilleure vie avec? Devrions-nous attendre la fin tragique de cette femme pour la pleurer et que justice soit faite? Non, messieurs, mesdames. Ne soyez pas auteurs d'une souffrance, mais soyez auteurs d'une délivrance. Libérez Marie de toutes ces années de douleur. Libérez-la de ce poids qu'elle a subi tout au long de sa vie d'épouse. Libérez-la de ces années de torture physique et psychologique. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, condamnez les violences conjugales. Je plaide donc l'acquittement pour ma cliente au titre de l'article 122-5 du Code pénal. Je vous remercie. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs. Étudiante, Marie avait le visage quelque peu masculin, mais par sa candeur, son nez qui se froissait lorsqu'elle s'esclaffait d'un rire cristallin, par son regard franc d'un noir éclatant, elle émerveillait homme comme femme. Elle illuminait toute pièce par sa simple présence et captivait tout œil qui avait l'honneur de suivre ses pas. Elle n'était qu'un rêve, une chimère inatteignable. Et lui, il l'aimait, comme et parmi tant d'autres. Alors il crut à un miracle lorsque, déterminée, elle s'approcha de lui, pour ensuite lui demander d'une voix suave s'il n'avait pas de quoi fumer. Et c'est ce soir-là qu'il devient le plus heureux des hommes lorsqu'elle lui partagea son admiration pour lui, ce magicien des mots, qui en une phrase faisait perdurer l'éphémère, réussissait à faire pleurer l'insensible, et ce jour-là, la séduisait sans aucun mot. Un véritable magicien. Ainsi, en cette douce soirée, ce garçon se pencha, ce garçon aux joues teintées d'un rouge attendrissant, symbole de son extase, se pencha vers la femme qu'il aimait. Ce garçon aux yeux d'un bleu océan se pencha, enleva la cigarette qu'il avait au bec pour l'embrasser passionnément. À l'époque, ils avaient 20 ans,
ils étaient pauvres, ils étaient séduisants, ils étaient heureux. Et aujourd'hui, face à vous, je défends une femme qui pendant 10 ans a été opprimée, violentée, qui pendant 10 ans n'avait personne pour l'épauler, qui pendant 10 ans a subi des coups sans broncher. Et pourtant, lorsque leurs anciens amis pensent à eux, c'est cette image qu'ils évoquent. Mais ce sont ceux qui ont détourné leurs yeux pendant ces 10 dernières années, ceux qui ne s'étonnaient pas de ces blessures, de ces bleus, de ces points de suture, préférant un sourire gêné et l'omission plutôt qu'une simple question, pourtant si libératrice. C'est aussi à cette image que Marie pensait lorsque d'un grand cri, elle a dit oui. C'est aussi à cette image qu'elle pensait lorsque, courageuse, elle a décroché le téléphone, annonçant à une femme qui ne lui parlait plus « Maman, tu vas être grand-mère ». Et c'est aussi à cette image qu'elle tâcha de penser lorsqu'elle lui pardonna les premiers coups et les suivants. Et c'est aussi à cette image qu'elle se raccrochait douloureusement, refoulant ses pleurs, alors que son mari, ivre, la violait. Alors à chaque procès, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi n'est-elle pas partie ? Pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide ? Pourquoi ne pas avoir porté plainte ? En réponse à cela, je vous donnerai ces chiffres. En France, c'est une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. En Europe, une femme sur 5 sera victime de violences physiques pendant sa vie. En 2014, elles étaient 223 000 à subir des coups de poing, des gifles, à se taire face aux insultes, à se soumettre face au mépris. 223 000 à voir l'enfer en l'autre, 223 000 qui ont vu leur humanité enlevée, 223 000 qui avaient peur de tout, en permanence, même de pleurer. Alors qui sommes-nous, hommes et femmes heureux, pour leur dire que nous serions partis, qu'elles savaient ce qu'elles risquaient à rester aux côtés d'un homme si violent? Nous oublions trop souvent que ces êtres ne demandaient qu'un instant de répit, et parfois sont même prêts à se passer la corde au cou pour cela. Les faits sont qu'une femme a tué son mari d'un coup de feu. Mais derrière cela, il se cache une histoire, celle de Marie, celle de milliers de femmes qui se cachent par honte, par appréhension de l'incompréhension. Il y a 2 Frances aujourd'hui. Celle où nos adolescents refusent de quitter leur lit par fainéantise, et celle où leurs insomnies sont ponctuées par les cris de Marie et de tant d'autres femmes. Celle où l'on apprend enfant à dire merci, à être poli, et celle où, à 10 ans, on ramasse son père, trop grisé par l'alcool, pour se traîner de lui-même au canapé. Celle où votre conjoint, aux joues rougissantes, vous embrasse tendrement, et celle où il vous gifle, vous frappe, et où vous devriez être heureuse que l'on tolère une telle traînée. Alors combien d'Alexandra, d'Isabelle, de Marie devront voir leur vie contrôlée et brisée pour que nous, la société, la France, décidons qu'il est l'heure de leur tendre la main pour les relever. Marie, comme tant d'autres, vivait dans un danger permanent. Cette arme que si souvent son mari sortait le soir pour lui expliquant quelle serait sa dernière vision si elle se décidait à partir. Ces bouteilles qui étaient lancées au moindre énervement. Cette violence crescendo. Cet homme méconnaissable, à la laine fétide, qui l'épiait de ses yeux jaunes dilatés. Tout était raison de terreur pour Marie. L'alcool est mère des folies. Malicieux, il n'est qu'un doux répit. Il n'aide pas. Il casse. Il a brisé Jacques, malheureux que son talent ne soit plus reconnu. Il a brisé Marie, qui fut réduite à un simple sac de frappe. Et ce funeste soir, il a de nouveau brisé un foyer qui était déjà bien trop bancal. De verre en verre, Jacques avait perdu ses repères. De verre en verre, Jacques était devenu plus agressif, plus impulsif, plus jaloux, plus maladif. L'alcool n'est qu'un triste vecteur qui révèle nos faiblesses. D'un jeune homme charmant, quelque peu nerveux, Jacques devient cet inconnu au visage rouge qui frappait son épouse. Cet inconnu qui venait de lui briser le nez et l'arcade sourcilière, qui venait de ruer Marie de coups, qui se contenta d'enjamber cette femme inconsciente, qui teintait le carrelage de son sang, et cela sans dire un mot. Quelle violence est pire que le silence. Oui, tuer est un crime. C'est un crime, un immondice. Mais frapper, gifler, humilier, oppresser, violer est tout aussi prohibé. Lorsque l'on vit dans un huis clos dédié à la violence, que l'enfer n'est plus l'absence, mais sa présence, on vit dans un endroit où l'époux est devenu notre bourreau. Si vous doutez encore de la légitime défense, alors regardez son nez cassé, ses lèvres encore gonflées, ses traits fatigués d'être humiliés chez elle, de baisser la tête dans les transports publics.
Et imaginez la peur qu'elle éprouvait face à celui qui lui avait enlevé sa liberté, sa dignité. Imaginez son effroi lorsqu'elle tremblait instinctivement, pour la simple raison que Jacques entrait dans la pièce. Imaginez sa terreur lorsqu'elle réalisait qu'un jour peut-être elle ne lui suffira plus, qu'un jour peut-être ses enfants aussi seraient des enfants battus. Et si nous nions l'existence de cette menace, ce serait alors à nouveau détourner les yeux de cette souffrance que Marie et que tant d'autres femmes subissent. Nous ne le ferons plus. En tout cas, moi je ne le ferai plus. Il n'y avait sûrement pas de disproportion entre les moyens de se défendre et l'acte. Il n'y avait aucune préméditation. Marie avait trouvé enfin la force d'appliquer cette directive que l'on conseille à tant de femmes victimes de violences conjugales. Elle avait trouvé la force de partir pour se reconstruire. Elle n'avait plus qu'un désir, fuir cet homme qui lui avait gâché une décennie de sa vie. Mais alors, lorsqu'elle faisait face à cet homme furieux de son départ imminent, au regard hagard, qui se ruait vers elle, que lui restait-il comme choix? L'arme, un coup de feu, Jacques est mort sur le coup. Oui, ma cliente est une femme qui a tué son époux. Mais si elle n'avait pas tiré d'un ultime sanglot de désespoir, c'est aujourd'hui Jacques que nous jugerions. Et en étudiant l'autopsie de Marie, nous aurions regretté de ne pas avoir vu avant, de ne pas avoir pu l'aider. Et aujourd'hui, nous avons le choix. Le choix d'envoyer en prison une femme qui était déjà sans liberté pendant ces dernières années. Et enfin, celui de lui tendre la main pour l'aider à se reconstruire. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande d'acquitter Marie pour qu'enfin, elle ait le droit de vivre.